Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur la TNT et canal satellite sur les réseaux Free, Orange, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici les titres. Municipal 2026, 20 maires élus, 9 triangulaires et 5 quadrangulaires à l'issue du premier tour en Martinique. Lorsque les forces états-uniennes et israéliennes ont lancé des frappes aériennes contre l'Iran, les effets se sont immédiatement fait sentir bien au-delà de la région. Dans votre avis compte cette semaine, les Martiniquais iront-ils davantage voter dimanche prochain? Vos réponses dans un instant. Et en fin de journal, le savoir et réfléchir de Roland Laouché qui s'intitule L'arme atomique. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, la pensée du jour. Celui qui ne sait pas s'émerveiller reste debout, saisi d'admiration, est comme mort, ses yeux sont fermés. Une digestion difficile est une cause fréquente des troubles du sommeil entraînant des micro-réveils, des ballonnements ou des reflux gastro-œsophagiens. Elle fait aussi grossir. Parlons maintenant de la qualité de l'air. Aujourd'hui, l'air est moyen. Il en sera sans doute de même demain. À Fort-de-France, aucune liste n'a réussi à s'imposer dès le premier tour. Le second tour s'annonce particulièrement ouvert avec une quadrangulaire. Le maire sortant, Didier Laguerre, arrive en tête avec 9 343 voix. Il sera opposé à Francis Carole, 4 637 voix. Steve Moreau, 4 476 voix. Et Nathalie Josse, 2165 voix. Le candidat Gabriel Jean-Marie recueille 493 voix et ne se maintient pas. Sur les 34 communes de l'île, 20 maires ont été élus ou réélus dès le premier tour. David Zobda pour le Lamentin, Bruno Nestor à 0 à Sainte-Marie, Lionel Grandin au François, Jimmy Faro au Vauclin, Patricia Tell à la Trinité, Hugues Toussé au Diamant et Marie-Thérèse Casimirius à Basse-Pointe. 13 se sont facilement imposés dès le premier tour et conservent leur mandat. Aurélie Nella du COS, Angèle Serbin, Mornevert, Yann Monplaisir à Saint-Joseph, Justin Pamphile au Lorrain, Nicaise Monrose à Sainte-Luce, Jean-François Bonol à Rivière-Pilote, José Mirande au Marin, Fred Michel Thiraud au Saint-Esprit. Dans le reste des communes de la Martinique, sont eux aussi réélus sans difficulté. Jean-François Varacoudin assoit sa position de maire au Macouba et Jean-François Bouquet à Casse-Pilote. À l'extrême nord de la Martinique, les habitants de Grand-Rivière ont renouvelé leur confiance à Jean-Louis Marie-Louise. Enfin, à Rivière-Salée, André Le Sieur décroche son 7e mandat consécutif dès le premier tour. Le cancer du sein d'une infirmière a été reconnu comme lié à son travail. La justice a retenu le rôle du travail de nuit répété auquel elle était exposée depuis des années. Ce rythme est suspecté d'augmenter le risque de certains cancers. Ce jugement pourrait ouvrir la voie à d'autres demandes du même type. 2 surveillants pénitentiaires soupçonnés d'avoir participé à un trafic de téléphones et de stupéfiants au centre pénitentiaire de Ducos ont été transférés vers la prison de Baie-Mahault en Guadeloupe. Les faits reprochés concernent l'introduction illégale d'objets interdits au profit de détenus. La justice cherche désormais à établir l'ampleur du réseau et les éventuelles complicités internes. La France a affrété une série de vols spéciaux, civils et militaires pour ramener ses ressortissants du Moyen-Orient avec des billets payants mais fortement subventionnés
et un possible cofinancement européen encore peu utilisé. Depuis le début de la guerre, 7 vols ont déjà été affrétés et 4 autres sont programmés, dont 2 vols Air France, spécialement commandés par le ministère des Affaires étrangères et plusieurs vols militaires. En tout, un peu plus de 1000 Français ont bénéficié de cette aide, les passagers des vols militaires voyageant gratuitement, tandis que ceux des vols Air France ont payé 680 € pour un premier vol et 350 € pour un autre, des tarifs très en deçà des prix du marché sur la même période. Ces montants résultent de négociations directes entre le Quai d'Orsay et la compagnie, l'objectif étant de demander une participation sans concurrencer les vols commerciaux ni couvrir le coût réel d'un affrètement très élevé dans un contexte de guerre. Parallèlement, l'Union européenne a activé son mécanisme de protection civile. Lorsque les États membres ouvrent au moins 30% des sièges à des ressortissants d'autres pays de l'UE, Bruxelles peut rembourser jusqu'à 75% des coûts éligibles des vols de rapatriement. 10 États membres, dont la France, ont activé ce mécanisme et plusieurs vols vers d'autres pays de l'UE ont déjà été cofinancés, mais Paris n'a pas encore pleinement profité de cette possibilité pour ses propres vols Air France. Pour l'instant, le Quai d'Orsay veut rapatrier en priorité les personnes jugées vulnérables, notamment pour des raisons de santé. Le coût global pour les finances publiques reste difficile à chiffrer, la durée de la crise demeurant incertaine. Face à la flambée des prix du kérosène liés aux tensions au Moyen-Orient, Air France et KLM ont décidé d'augmenter leurs tarifs sur les vols long courrier. La hausse concerne les billets émis depuis le 11 mars et s'applique notamment à la classe économique. Lorsque les forces états-uniennes et israéliennes ont lancé des frappes aériennes contre l'Iran, les effets se sont immédiatement fait sentir bien au-delà de la région. Le trafic de pétroliers dans le détroit d'Ormuz a chuté d'environ 90%. Dans la région, le Qatar, deuxième exportateur mondial de gaz naturel liquéfié, a suspendu sa production pour une durée indéterminée. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui détiennent ensemble une part énorme de la capacité de production mondiale inutilisée, subissent certes les conséquences du conflit, mais ils avaient construit des oléoducs de contournement précisément pour exporter du pétrole sans passer par le détroit. Ils sont donc moins impactés que ne le sont leurs voisins, le Koweït, le Qatar et l'Irak. Au niveau mondial, cette guerre a bien évidemment fait flamber les prix du pétrole et du gaz, impactant déjà de nombreux professionnels, les ménages et, si elle perdure, les budgets nationaux. Mais pour le secteur industriel de l'armement, la situation est tout autre. La valeur boursière du BAE Systems, basé à Londres, a augmenté d'environ 6% dès le premier jour du conflit. L'industrie de l'armement états-unienne entend quadrupler la production de certaines armes et à Wall Street, les profits des actionnaires des 3 plus grosses entreprises d'armement ont bondi. En Israël, Elbit Systems, qui œuvre également dans l'armement, est devenue l'entreprise de la mieux cotée du pays, la valeur de ses actions ayant augmenté de 45% depuis janvier. Et en Europe et au Royaume-Uni, l'évolution est la même pour les entreprises du secteur. Par ailleurs, au moins à court terme, les guerres peuvent également être bénéfiques pour les dirigeants politiques en place. Avant le début des frappes, les conséquences de la publication des dossiers Epstein faisaient la une dans le monde entier et mettaient la pression sur de nombreuses personnes liées à la Maison-Blanche. Quelques heures après les premières frappes, les recherches en ligne concernant ces dossiers se sont effondrées. En Iran, entre 2011 et 2020, à mesure que les sanctions économiques destinées à affaiblir Téhéran se durcissaient, près de 10 millions d'Iraniens sont tombés dans la pauvreté, les entreprises étrangères se sont retirées et les sociétés nationales luttent pour survivre. Mais le corps des gardiens de la révolution islamique, lui, s'est considérablement enrichi. Utilisant des routes commerciales et des réseaux financiers informels, il contrôle jusqu'à la moitié des exportations de pétrole iraniennes et est devenu l'un des plus grands entrepreneurs du pays, notamment dans la construction et l'énergie. La guerre ne va donc pas forcément contre les intérêts personnels de ses membres, pour certains d'ailleurs déjà immensément riches.
Quant à la Russie, elle peut, elle aussi, y trouver son compte, dans la mesure où la guerre détourne de ses concurrents du Golfe des acheteurs sensibles au prix, comme l'Inde et la Chine, mais pas que. On le voit donc, les acteurs les mieux placés pour mettre fin à ce conflit sont aussi parmi ceux qui ont le plus à gagner de sa poursuite. La collectivité territoriale de Martinique lance l'élaboration d'un programme pluriannuel d'investissement, une démarche stratégique inédite depuis la création de la collectivité en 2016. Ce document doit permettre de planifier sur plusieurs années les grands projets d'infrastructures, d'équipement public et d'aménagement du territoire. Les élus souhaitent ainsi améliorer la visibilité budgétaire et accélérer la réalisation des projets structurants pour l'île. Au total, 306 936 électeurs étaient inscrits sur les listes électorales. La participation s'est établie à 47,79%, avec une abstention supérieure à 52%, confirmant une mobilisation relativement faible sur ce scrutin local. La phase de formulation des vœux sur Parcoursup s'est achevée le jeudi 12 mars à 18h59. En Martinique, un peu plus de 6000 candidats se sont inscrits sur la plateforme, dont 4127 lycéens. Ils ont désormais jusqu'au 1er avril pour finaliser leur dossier et confirmer leur choix. La France veut faire reculer les inégalités salariales hommes-femmes en mettant progressivement en place un dispositif beaucoup plus détaillé de transparence salariale imposé par une directive européenne. Depuis 2019, l'index dit EGAPRO oblige les entreprises d'au moins 50 salariés à publier une note sur l'égalité professionnelle, mais les écarts de rémunération se réduisent lentement et l'outil est jugé peu représentatif. Le gouvernement doit maintenant transposer d'ici juin 2026 la directive européenne sur la transparence salariale qui impose plus de droits pour les salariés et plus d'obligations pour les employeurs. Concrètement, les entreprises d'au moins 50 salariés devront déclarer 7 indicateurs contre 5 aujourd'hui, non seulement sur les écarts de salaire et les augmentations ou retours de congé maternité, mais aussi sur les critères qui déterminent les salaires et leur progression et sur les niveaux moyens de rémunération par sexe pour des postes identiques ou de valeur équivalente. Ces données seront publiées sur le site du ministère avec une fréquence modulée selon la taille, chaque année pour les entreprises de plus de 250 salariés, tous les 3 ans pour celles entre 50 et 249 salariés. Un portail dédié doit automatiser la plupart des indicateurs à partir des données sociales, mais les employeurs devront effectuer un travail plus fin de classification des postes selon les compétences, la performance ou la mobilité pour renseigner le dernier indicateur lié à la notion de travail égal ou de valeur égale. Le texte introduit des obligations de correction. Les entreprises de plus de 100 salariés devront notamment analyser et corriger tout écart de rémunération supérieur à 5% qui ne serait pas justifié par des critères objectifs et non discriminatoires. Bruxelles impose une transposition avant le 7 juin 2026, mais le gouvernement a déjà prévenu que l'agenda parlementaire et la concertation avec les partenaires sociaux risquent de décaler l'entrée en vigueur, ce qui laisse un peu de temps aux entreprises pour adapter leur système de paie et de ressources humaines. Plusieurs communes stratégiques restent particulièrement disputées. Des triangulaires ou quadrangulaires sont annoncés, notamment à Fort-de-France, Schœlcher, Le Carbet, Le Prêcheur, les Trois-Îlets, le Gros-Morne, Saint-Pierre et le Robert, où aucune liste n'a obtenu la majorité absolue. Les agriculteurs martiniquais sont appelés à déposer leur dossier de demande d'aide au titre du FEADER avant le 30 mars. Ce dispositif européen vise à soutenir les exploitations touchées par des conditions climatiques défavorables enregistrées en 2025.
Les services de l'État et de la collectivité espèrent que ces aides permettront d'accompagner la relance de certaines filières fragilisées. Le Robert est une commune très observée de ce scrutin. Pour sa première candidature, l'ex-patron de Yeole et conseiller territorial Félix Mérine arrive en tête avec 4 134 voix. Devant le maire sortant, Farel Augrin, 2186 voix. Le second tour prendra la forme d'une triangulaire entre Félix Mérine, Farel François Augrin et Claude Bellune qui obtient 1477 voix. Au François, on observe la très facile élection de Lionel Grandin, héritier politique de l'ancien maire Samuel Tavernier, décédé le 24 janvier dernier. Tête de liste du mouvement Initiative franciscaine, il s'impose dès le premier tour avec 64,54% des suffrages, soit 5 330 voix. À 32 ans, ce franciscain devient l'un des plus jeunes maires de l'île. Et vous avez sans plus attendre la parole. C'est l'heure de votre avis compte. Les Martiniquais iront-ils davantage voter dimanche prochain? C'est à vous. Les Martiniquais iront-ils davantage voter dimanche prochain? Je pense qu'ils iront voter davantage parce que l'enjeu est très, très précieux. Alors pour ma part, je dirais que moi, personnellement, j'ai été voter dimanche. C'est sûr que j'irai dimanche prochain. Pourquoi? Parce que c'est un devoir de citoyenneté. Néanmoins, je comprends ceux qui votent blanc ou qui s'abstiennent. Pourquoi? Puisqu'on voit pas d'avancée. Quand j'observe, je suis froyalaise, hein. Je peux dire l'état de la ville de Fort-de-France, je n'ai pas vu d'avancée depuis 2020. Beaucoup d'errance, beaucoup d'insécurité. Et j'ai l'impression qu'ils sont... ouais, c'est des petits cancans, si je peux m'exprimer ainsi, puisque voilà, dans le jargon martiniquais. Mais il n'y a pas de réelle avancée. Donc, je comprends tout à fait l'abstention et le vote blanc. Alors, sur cette question-là, je pense que oui. Parce que dimanche, j'ai été votée. Et à ma grande surprise, mais c'était sur le secteur de Dillon, hein, et à ma grande surprise, il y avait énormément de personnes. Et je pense que aussi, par rapport à tous les mouvements qu'il y a eu, je pense qu'il y a un minimum de prise de conscience. Mais c'est pas totalement ça parce que les jeunes ne se sont pas encore réveillés. Je fais partie de la quarantaine, alors je pense que j'espère. Je disais, cette année, je pensais que ce serait mieux les élections. Mais il y a eu beaucoup de réélus, malheureusement. Est-ce qu'on va mieux voter aux 2 secondes plus? Je pense que oui. Pourquoi? Parce que je voudrais bien qu'il y ait des anciens qui sortent. Il y a encore des anciens que je voudrais voir dégaper un petit peu. Mais sinon, l'élection cette année, non. Je m'attendais à mieux. Les Martiniquais iront-ils davantage voter dimanche prochain? C'est fort possible. Parce que j'estime que c'est assez serré, les scores sont surtout assez serrés entre certains candidats. Et là, pour les départager, le peuple qui fait un effort, enfin, le peuple ça qui est vraiment conscient, pour voyou. Oui, donc ils vont aller voter davantage dimanche, puisque là, il y a des ballottages. Donc là, ils vont vraiment réfléchir à aller voter, franchement, pour élire le maire. Que ce soit la commune. Que ce soit la commune, surtout sur Fort-de-France. Parce que là, on attend vraiment les résultats sur Fort-de-France. Donc voilà, ce sera le suspense. Oui, je pense qu'ils vont plus se mobiliser dans la mesure qu'il y a moins de listes, donc moins de candidats. Donc bon, ça se passe entre triangulaire et les 4 en plus. Donc je pense que oui, ils vont plus, surtout Fort-de-France, puisque le maire sortant est très attendu. Donc oui, je pense, parce qu'il y a moins de candidats. Donc c'est plus facile pour faire un choix. Non,
parce que il y a trop de choses qui se passent dans ce monde et puis on est trop taxé, on en a ras-le-bol, c'est tout. Que ce soit la commune. Que ce soit la commune, parce que les gens sont un peu tristes, malheureux de voir tous ces gens-là qui prennent de l'argent et on n'en bénéficie jamais. Nous, les petits. Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question ce soir. Et nous passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché, l'arme atomique. L'économiste guadeloupéen Jean-Marie Noll ne pouvait pas ne pas se pencher sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et ses conséquences sur nos territoires. Et il le fait, nous semble-t-il, avec beaucoup de pertinence, même si, comme souvent, on peut contester, disons, les remèdes qu'il propose, mais commençons par l'analyse qu'il fait de la situation. Dans le contexte de la prédominance du rapport de force et d'une nouvelle ère des empires, quel pourrait être le sort réservé à la Guadeloupe et à la Martinique, alors que le monde semble entrer dans une phase de basculement historique. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'ordre international reposait sur un ensemble de règles, d'institutions et de principes censés limiter la loi du plus fort. Au début du XXIe siècle, ce cadre semble progressivement se déliter, laissant apparaître un monde beaucoup plus brutal où les rapports de puissance plaident pour une nouvelle ère de recolonisation et prennent le pas sur le droit international. Dans cette nouvelle configuration des rapports de force géopolitiques, certains observateurs parlent déjà d'un retour des empires, un âge où les grandes puissances redéfinissent leurs zones d'influence et n'hésitent plus à intervenir brutalement et directement pour imposer leurs intérêts. De leur côté, les États-Unis semblent renouer avec une logique plus explicite de domination dans leur propre sphère d'influence, notamment en Amérique latine et dans la Caraïbe, renouant avec l'esprit de la doctrine Monroe formulée dès 1823. Cette doctrine affirmait déjà que l'hémisphère occidental constituait une zone d'intérêt prioritaire pour Washington et qu'aucune puissance étrangère ne devait y contester son influence. Dans cette vision du monde, il ne s'agit plus seulement de défendre des valeurs démocratiques ou un ordre libéral international, mais d'imposer les intérêts nationaux par tous les moyens disponibles, y compris par la force militaire et la déstabilisation des gouvernements ou l'ingérence directe dans la nomination de dirigeants étrangers. Ce durcissement ne relève pas seulement d'une orientation idéologique, il est également la conséquence d'une transformation profonde de l'économie mondiale. Aux États-Unis, une partie des élites économiques et politiques considère désormais que la mondialisation, telle qu'elle a été organisée depuis les années 1990, profite de moins en moins à l'économie américaine, notamment face à la montée en puissance de la Chine. À cela s'ajoute la conviction que les ressources naturelles deviennent plus rares et que leur contrôle constitue un enjeu stratégique majeur. Cette double perception relance donc une compétition mondiale pour l'accès aux minerais, à l'énergie, aux terres agricoles ou aux routes commerciales. Les rivalités technologiques, intelligence artificielle et numérique s'inscrivent dans la même logique. Il s'agit de contrôler les chaînes de production, les infrastructures numériques et les innovations qui permettront de dominer l'économie du futur. Certains idéologues, proches de courants néo-réactionnaires américains, vont même jusqu'à revendiquer ouvertement une vision impériale du monde où l'invasion de territoires, l'achat de régions stratégiques ou le renversement de gouvernements étrangers seraient des instruments légitimes de la puissance. Dans un tel contexte, la question de la place des territoires ultramarins français, et notamment de la Guadeloupe et de la Martinique, prend une dimension particulière. Fin de citation.
C'est donc signé Jean-Marie Noll. Nous y reviendrons demain, si vous le voulez bien. Et après le savoir y réfléchir de Roland Laouché, la rubrique santé nous parle de contraception. Les pilules à base de lévonorgestrel, commercialisées en France sous le nom de Norlevo, sont moins efficaces chez les personnes de poids élevés. Ce constat est confirmé par le fabricant, le laboratoire Achera Pharma, et a déjà conduit la Commission européenne puis l'Agence nationale française du médicament à demander une modification de la notice de cette contraception d'urgence afin d'en informer les utilisatrices. 1 à 1,4% de grossesses non désirées ont été notifiés après la prise du Norelvo chez les femmes pesant moins de 75 kg contre 5,7 à 6,4% chez celles dont le poids dépassait 75 kg et une inefficacité au-delà de 80 kg. Ce qu'il faut retenir en pratique, les femmes de 75 kg et plus sont invitées à consulter leur médecin ou leur pharmacien afin d'obtenir des conseils personnalisés en matière de contraception d'urgence. La pilule du lendemain reste recommandée pour éviter une grossesse non désirée. Elle doit être prise le plus tôt possible après le rapport à risque, déchirure du préservatif, absence de contraception, oubli de pilule. Et dans les 72 heures, elle est disponible gratuitement en pharmacie pour les mineurs et remboursée par la sécurité sociale sur prescription médicale pour les adultes. Il existe une seconde pilule d'urgence dite pilule du surlendemain que l'on peut prendre jusqu'à 5 jours après le rapport sexuel à risque. Elle n'est délivrée que sur ordonnance. À savoir également que la pose d'un stérilet peut faire office de contraception d'urgence. Il est posé dans les 5 jours suivant un rapport à risque. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Alain Jean-Paul, Daniel Jazz, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur la TNT et Canal Satellite, sur les réseaux Free, Orange, SFR et Bouygues en France. Vous pouvez également revoir votre journal sur notre site kmttelevision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain et que Dieu garde la Martinique.